Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce débat du siècle. Très heureux de vous accueillir pour cette émission sur laquelle on travaille depuis plus d'un mois maintenant avec les 4 ONG de l'affaire du siècle qui co-organisent et coproduisent cette émission. Notre affaire à tous, la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, Greenpeace et Oxfam France. On va accueillir les candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils vous parlent de leur programme en matière de climat. Et j'ai la chance de ne pas être tout seul, je suis accompagné de Paloma. Salut Paloma. Salut Jean. Paloma Moritz, tu es journaliste spécialisée sur les questions écologiques, c'est ça ? Exactement, chez Blast, qui est un nouveau média indépendant qui existe depuis un an. Et donc chaque vendredi, je fais des sujets sur l'urgence écologique, des entretiens, des vidéos de décryptage. Et je suis très heureuse d'animer ce débat avec toi. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce débat du siècle ? Ce débat, c'est le vôtre, c'est celui que vous allez participer à trancher avec vos bulletins dans les urnes dans un mois. C'est le premier tour de l'élection présidentielle. Il se trouve que cette campagne présidentielle ne vous satisfait pas, ne nous satisfait pas non plus, parce qu'on ne parle pas assez des questions climatiques. Un baromètre publié par l'affaire du siècle a montré qu'on était à moins de 3% du temps total de parole des candidats qui abordent les questions écologiques et climatiques. C'est pas satisfaisant, donc on a décidé de le faire nous-mêmes et d'inviter les candidates et candidats à l'élection présidentielle pour venir vous en parler. On va donc, au cours de cette émission, accueillir tour à tour des candidats à l'élection présidentielle que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Ils et elles auront chacun et chacune 30 minutes pour échanger avec Paloma et moi. Et notre but, Paloma et moi, ça va être de leur demander de préciser autant que possible, au maximum, ce qu'ils ou elles comptent faire pour répondre à l'urgence climatique et même, pour être plus précis, pour répondre à la justice, puisque je vous rappelle que la France a été condamnée à 2 reprises par la justice pour inaction climatique. Donc, quel que soit le ou la future présidente ou président de la République, il ou elle aura l'obligation de répondre à la justice en présentant un plan, un projet pour remettre la France dans les rails de l'accord de Paris. C'est ça, Paloma ? Exactement. Et puis en fait, on va vraiment aussi essayer d'être les plus concrets possibles pour que vous puissiez vous projeter dans l'avenir et vous demander à quoi pourraient ressembler vos vies à la fin de leur quinquennat si ces candidats, ces candidates sont élus. Moi, j'aimerais prendre un petit temps pour rappeler un peu le contexte dans lequel s'inscrit ce débat. Donc Jean l'a rappelé, aujourd'hui, l'écologie est la grande absente de cette campagne présidentielle et c'est d'autant plus alarmant au moment où on a le 2e volet du 6e rapport du GIEC, donc le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est sorti il y a à peine 2 semaines, sachant que d'ailleurs la semaine dernière, le temps médiatique consacré aux questions climatiques n'était plus que de 1,5%, donc il n'a jamais été aussi faible qu'après la sortie de ce rapport, ce qui est encore plus alarmant. Et qu'est-ce que nous dit ce rapport ? En fait, il nous dit qu'on a déjà la moitié de l'humanité qui est extrêmement vulnérable aux risques climatiques. On sait que la France n'est pas en reste, et ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il nous reste une toute petite fenêtre d'opportunité pour agir, à la fois pour réduire nos émissions, mais aussi nous adapter aux chocs à venir et aux risques climatiques. Donc on va aussi mettre les candidats, les candidates face à ce rapport. La deuxième chose aussi qu'il y a dans l'actualité, et vous le savez évidemment, c'est la guerre en Ukraine. Et en fait, cette guerre, elle est, dans les questions qu'elle pose, ces questions sont étroitement liées au dérèglement climatique, puisqu'elles reposent des questions sur à la fois notre indépendance énergétique, à la fois notre souveraineté alimentaire. Donc c'est aussi de ça dont on va parler dans cette émission, puisqu'on va évidemment parler d'actualité, que cette actualité bouscule la campagne présidentielle en ce moment. Jean, est-ce que tu peux nous faire un petit point justement sur pourquoi est-ce que c'est important de questionner un prochain candidat, un prochain président ou une prochaine présidente, parce qu'en fait, quel est le pouvoir du président ou de la présidente sur cette question écologique qui paraît quand même un peu vaste ? Il y a des gens dans le chat qui disent qu'on est stressé. La réponse est oui, je vous le confirme, on est stressé, Paloma et moi. On a l'air stressé ? Moi, je sais pas, j'essaie de pas avoir... Non, mais ça fait des semaines, ça fait des mois qu'on bosse sur cette émission. On est très exigeants pour vous. On est très exigeants vis-à-vis des candidats et de nos invités qui seront là tout à l'heure. Il y en a qui ont accepté de venir dans notre émission. On est très heureux. On assume de ne pas avoir invité les candidats qui représentent l'extrême droite. Nous avons fait ce choix que nous assumons collectivement avec les ONG partenaires de cette émission. Les candidats et les candidates d'extrême droite portent des valeurs qui sont diamétralement opposées à ce que prônent, j'allais dire les ONG, mais aussi le rapport du GIEC. Enfin bref, on y reviendra. Mais par ailleurs aussi à ce qu'est et à ce que fait ma chaîne depuis 7 ans maintenant sur Internet. Donc nous assumons parfaitement cette décision et nous comprenons qu'elle puisse être débattue. D'ailleurs, ça fait partie du débat. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, c'est bien normal. Mais nous, en tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Un président, une présidente de la République, c'est
pas n'importe qui, et c'est pour ça que cette émission, on l'a fait avec les candidats. C'est très bien de parler d'écologie d'une manière générale, ça l'est encore plus de parler avec des personnes qui s'apprêtent à prendre la présidence de la République française. Ce n'est pas un petit pays. La France est un pays qui siège dans des organisations internationales. La France est membre du G5. La France préside, à l'heure où je vous parle, le Conseil des ministres de l'Union européenne. La France avec l'Allemagne sont le moteur de la construction européenne, comme vous le savez. La France a initié et a fait signer à Paris l'accord de Paris. La France siège aux Nations Unies. Je ne vais pas vous faire la liste, vous voyez où je veux en venir. La France peut agir dans le monde et la France peut agir en France. Le président de la République, sous la Ve République, qu'on soit content ou non, c'est une personne politique qui a un pouvoir immense d'impulser le sens d'un quinquennat. On l'a vu au cours des 3 derniers quinquennats, c'est bien le président de la République qui décide, qui lance des chantiers, qui freine des chantiers, qui augmente ou réduit des ambitions. Donc, voilà, un président de la République, ce n'est pas n'importe qui. Et encore une fois, les personnes qui vont venir se présenter devant vous sont des personnes qui se projettent dans la présidence de la République. C'est donc bien la moindre des choses que nous leur posions la question: qu'allez-vous faire pour répondre à l'urgence dont Paloma vient de vous parler? On va avoir, donc je vous le disais, une demi-heure par candidat. À l'heure où je vous parle, donc ça s'est réglé évidemment. Il y a encore 2 heures avant cette émission, on était encore en train de régler le passage de certains candidats. Nous allons avoir... Moins de 2 heures. Non, mais moins de 2 heures. Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Philippe Poutou, Anne Hidalgo, et il n'est pas du tout impossible qu'au cours de cette émission, j'apprenne dans mon oreillette que Emmanuel Macron a finalement décidé d'accepter notre invitation. J'en serais très heureux, Monsieur le Président, il n'est pas trop tard, vous pouvez venir, vous pouvez passer dans l'émission, on peut, voilà, c'est pas trop tard, n'hésitez pas à venir. Non, il fallait que je le dise ça. On en était où là dans l'intro? Je pense que c'est bon. C'est bon, elle était bien l'intro. Elle était bien, donc on peut tout à fait accueillir Yannick Jadot. À mon avis, on a à peu près tout dit, mais voilà, n'hésitez pas. Non, une dernière petite chose. En fait, voilà, cette émission, elle n'a pas lieu sur une grande chaîne de télévision. Malheureusement, on l'a auto-organisée avec les moyens des ONG, mais c'est hyper important pour nous qu'il y ait un maximum de personnes qui la voient pour vraiment mettre l'urgence écologique au cœur de cette présidentielle. Donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour envoyer le lien de l'émission et la partager à vos amis, à vos proches, à votre famille, et à commenter aussi. Jean a son ordinateur à côté, il regardera le chat et on va essayer au maximum de prendre en compte vos commentaires, vos questions, sachant que voilà, une demi-heure c'est un peu court, mais on va faire au mieux. Et l'idée, voilà, c'est que cette émission, elle vous permette à la fois de savoir quels sont les plans des candidats, des candidates face à l'urgence écologique, mais aussi de mieux comprendre en fait ces questions qui sont extrêmement complexes et qui conditionnent énormément de sujets. C'est bon, dans le chat, les gens disent qu'elle était bien l'intro. Donc merci à tous. Sans plus tarder, on va passer à notre premier candidat qui a accepté notre invitation. Je vous demande d'accueillir le candidat des écologistes à cette élection présidentielle, Yannick Jadot. Bonjour. Bonjour. Hop. Bonjour, Yannick Jadot. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer au débat du siècle. Yannick Jadot, vous êtes un candidat un peu particulier dans cette élection présidentielle puisque vous êtes le candidat des écologistes, une famille politique qui a historiquement toujours porté la question du climat, de l'environnement, de l'écologie. Nous, ce qu'on voudrait savoir avec Paloma, c'est comment précisément, si vous devenez président de la République dans 1 mois et demi, voilà, précisément ce que vous allez mettre en place, n'est-ce pas Paloma? Oui, et vous êtes le premier à vous prêter à cet exercice. Ce qu'on a décidé, c'est de donner 4 minutes à chaque candidat, chaque candidate pour présenter une vision de l'avenir et nous expliquer à quoi vous ressemblez nos vies en 2027, en 2030, si après votre quinquennat, on reproche souvent aux écologistes de ne pas réussir forcément à faire rêver sur la vision de l'avenir. Donc on vous en donne l'occasion. Là maintenant, vous avez 4 minutes et ensuite on échangera évidemment. Merci de votre invitation. Merci pour ce débat. Qui est aussi l'histoire d'une incroyable mobilisation, la mobilisation des associations, que ce soit la FNH, Oxfam, Greenpeace, Notre Affaire à tous, et qui a réussi quelque chose d'extraordinaire, qui est de faire condamner l'État pour inaction climatique. Et c'est très important que la justice se positionne sur ces sujets-là. On sait qu'il y a des centaines de cas maintenant de condamnation par la justice de l'inaction climatique. Et y compris, ce qui est très intéressant, c'est que même la Cour constitutionnelle allemande a condamné le premier programme de Merkel sur le climat en disant combien protéger le climat, c'était protéger les droits fondamentaux et la liberté. Et pendant cette guerre terrible, avec tous les crimes de guerre qu'on a, on voit aussi, vous l'avez rappelé, combien l'inaction climatique
à la fois est liée aux dépendances aux énergies fossiles, combien ces dépendances aux énergies fossiles organisent des complaisances politiques, et combien tout ça, à la fois ça tue des Ukrainiennes et des Ukrainiennes en ce moment, ça tue la démocratie, et évidemment ça tue le climat. Les Françaises et les Français sont percutés, comme tout le monde. On sait, les événements météo extrêmes, ça change nos vies, ça change nos économies, ça change l'habitabilité de la Terre. Et on a bien vu combien l'inaction climatique aujourd'hui est la première responsable de l'explosion des factures. Inaction climatique sur l'isolement des logements, ça crée des factures ingérables, ça crée 12 millions de précaires énergétiques dans notre pays. Inaction climatique avec tous les dégâts sur l'agriculture, ça crée l'explosion des prix du blé. Bref, cette inaction climatique, pourtant, sur laquelle vous et nous alertons depuis des années, que nous dénonçons depuis des années, eh ben, le temps est venu d'agir. Le temps est venu d'agir justement pour protéger le climat, protéger la paix, protéger les libertés, parce que ce sont le même combat. Ça veut dire quoi ? On va y revenir, mais concrètement, est-ce qu'on peut d'abord passer sur la vision ? On va vraiment revenir sur toutes les questions que vous venez d'évoquer, mais est-ce que vous pouvez vraiment nous dire quelle est votre vision de l'avenir ? À quoi vont ressembler nos vies si vous êtes président en 2027, en 2030 D'ici 2030, il y aura 5 millions de passoires énergétiques liées aux familles les plus précaires de notre pays qui auront été rénovées. Ça veut dire qu'ils vivront avec 700, 800 euros de plus par an. C'est la protection de la santé, c'est moins froid l'hiver, moins chaud l'été. Nous aurons réduit de 50%, nous sommes sortis des pesticides. Nous serons sortis des pesticides. Nous aurons, d'ici quelle année ? D'ici 2030. 2030, d'accord. Et nous aurons aussi, évidemment, créé cette grande transition énergétique qui fera que sur tous les toits des écoles, des supermarchés, des parkings, il y aura des panneaux photovoltaïques. Nous aurons remis 3000 éoliennes en plus sur notre territoire et évidemment de l'éolien offshore. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre pays, nous dépendrons du vent, du soleil, de l'eau, de la mer, plutôt que de Poutine, des pétromonarchies du Golfe ou du gaz et du pétrole de schiste américain. Si je reviens sur les émissions de gaz à effet de serre, ce que dit la condamnation en justice et ce que dit aussi le Haut Conseil pour le climat, c'est que la France a pris du retard. On n'est pas au niveau de ce qu'on avait promis, nous, la France, dans les réductions de gaz à effet de serre. Comment est-ce que vous pouvez nous garantir que d'ici à 2030, c'est dans 8 ans, on aura réduit de 40% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ? C'était l'objectif qui était promis. Sauf que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et il faut faire quoi alors ? L'objectif dans la loi française, et c'est bien ça l'inaction climatique de la France, non seulement la France a un objectif de 40% de réduction d'ici 2030, on sait déjà qu'au niveau européen, ça doit être au moins 55%, et la France ne respecte même pas son objectif de 40% qui est en retard par rapport à l'objectif européen. Donc nous, l'objectif que nous fixons pour la France, c'est moins 55% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça veut dire qu'on s'aligne sur la demande des scientifiques à l'échelle européenne, 60-65%. Vous allez plus loin que ce que demande la justice, c'est ça que vous dites ? On va plus loin que ce que demande la justice. Enfin, la justice demande de s'aligner sur la science, en vrai. C'est ça, aujourd'hui. Et ce que dit la science, c'est qu'à l'échelle de l'Europe, il faudrait faire en moins 60, moins 65% de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui veut dire pour la France, moins 55. Donc, moi, je garantis que la France s'alignera sur ce que recommandent les scientifiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait la règle d'or climatique. Il n'y aura pas un euro d'argent public, qui ne sera pas conditionné au respect de cet objectif climatique et à la justice sociale qui en découle. Alors vous parlez de justice sociale, mais justement, comment est-ce que vous allez concilier cet objectif ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec les sacrifices que ça va demander aux Françaises et aux Français ? Est-ce qu'aujourd'hui vous dites aux Françaises et aux Français ça va être indolore ? Je ne dis pas que ça va être indolore. Alors comment on fait ? Quels sacrifices ils vont devoir faire ? Faire des efforts, mais c'est faire des efforts qui vont nous permettre de mieux vivre. Typiquement, aujourd'hui, les premières victimes du dérèglement climatique, comme de toutes les dégradations environnementales, ce sont les classes populaires. Pollution de l'air, malbouffe, obésité, diabète, surpoids, évidemment, tous les impacts les plus durs en termes de canicule, en termes de froid, en termes de sécheresse, en termes de vagues d'inondations, ce sont toujours les classes populaires qui sont les premières percutées par la crise écologique. Donc ce seront les premières bénéficiaires
de notre action. Ça veut dire quoi? Mais pour autant, ça va leur demander des efforts. Non, ça va être du mieux. Vous allez voir, je vais vous dire Alors pourquoi. expliquez-moi. Typiquement, pour 2 millions de familles, c'est l'objectif du quinquennat, pour 2 millions de familles les plus en difficulté, il y aura 0 reste à charge sur la rénovation de leur logement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vivront dans un logement qui sera plus confortable, qui coûtera beaucoup moins cher à l'entretien, qui sera insonorisé et qui évitera les maladies des enfants comme de toute la Donc famille. à terme, ce sera gratuit de refaire l'isolation de son logement, changer ses fenêtres, sa chaudière. Pour les familles les plus vulnérables. C'est baisser la TVA sur le bio à 0%. C'est baisser la TVA sur ce qui est réparable et ce qui est produit localement pour que les classes populaires puissent aussi accéder à la consommation responsable. Dans mon projet, par exemple, vous savez que beaucoup des personnes sont obligées, du fait des tensions sur le logement, de vivre loin du travail. Nous allons imposer dans les entreprises le forfait mobilité durable, qui est optionnel aujourd'hui dans la loi et qui couvrira jusqu'à 1 000 € la mobilité durable. Les vélos, évidemment, on va développer le vélo, mais aussi ça prendra en charge le covoiturage. Jusqu'à 1 000 € de frais de carburant quand vous changez de comportement. Donc ça pollue moins, ça émet moins de gaz à effet de serre et ça protège les Français les plus vulnérables. Vous parlez des classes populaires, mais on sait par exemple aujourd'hui qu'on doit passer environ de 9 tonnes de CO2 par an par habitant pour un Français moyen à 2 tonnes de CO2 en 2050. Donc quand Jean parle de sacrifice, il y a quand même vraiment cette notion-là. Il y a des choses auxquelles on va devoir renoncer. Comment est-ce que vous préparez les Français à ça? Je reviens à ma question du début, finalement. À quoi vous ressemblez nos vies? Parce que quand on parle de rénovation thermique des bâtiments, oui, ça a un impact concret, mais ça ne nous décrit pas une vision globale de en quoi les vies des Français vont être différentes pour justement tenir cet objectif des moins 55%. Mais ça veut dire qu'en fait, vous avez moins de mobilité contrainte. Nous voulons relocaliser l'économie circulaire, les services publics à 15 minutes du domicile, les magasins de proximité, les commerces de proximité, plutôt que les zones commerciales. Ça veut dire aussi... Donc les Français vont passer moins de temps dans les transports. Ça veut dire que les Français vont passer moins de temps dans les transports. Ça veut dire que forcément, ils vont moins dépenser pour se transporter. Ça veut dire que nous renforçons avec un plan d'investissement de 7 milliards d'euros sur le quinquennat, dont 4 milliards par an, 4 milliards par an sur le ferroviaire, plus de trains du quotidien, plus de trains pour les marchandises, plus de trains de nuit. Ça veut dire aussi, par exemple pour les jeunes, je lance le pass Liberté Climat, comme ça a été mis en place par les écologistes en Autriche. Ça veut dire que pour un jeune qui est étudiant, le plus souvent boursier, ou en tout cas ils bénéficieront de mon revenu citoyen, personne en dessous de 920 € dans notre pays pour vivre. Eh bien, vous aurez un ticket, un pass, et vous pourrez faire tout ce qui est vélo partagé, bus, car, TER, TGV et 2 trains de nuit en Europe pour cette population-là, 50 € par mois, avec une interopérabilité complète. C'est-à-dire que vous prenez votre Vélib à Lille, vous prenez un TER, un TGV, vous arrivez à Marseille, vous reprenez un bus, c'est toujours le même ticket. Donc c'est une façon à la fois de faire de la mobilité douce, de la mobilité peu polluante, mais d'avoir une grande mobilité et une ouverture sur le monde et sur l'Europe pour nos jeunes. Vous avez signé une tribune dans Le Monde en faveur d'un embargo contre le gaz russe. Un embargo, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire l'interdiction pure et simple d'acheter quelque chose à un pays. Vous avez proposé l'embargo sur le gaz russe dans le contexte de la guerre ukrainienne. Ça va avoir un impact, ça, sur les économies européennes. Oui. On dépend, quand je dis on, les pays européens dépendent. Juste pour la France, c'est 13% du pétrole russe dont on dépend, 17% du gaz russe. C'est 637 millions d'euros par jour que dépense l'Union européenne pour s'approvisionner auprès de la Russie. Ça va avoir un impact, ça, sur la facture des Français à terme. Comment vous le compensez? Ça va avoir un impact, mais juste pour rappeler, il faut toujours le rappeler, ce sont ces 700 millions de dollars qui financent aujourd'hui la guerre en Ukraine, qui financent les crimes de guerre, avec la présence de Total. Et je reste sidéré, scandalisé, que le président de la République n'impose pas le retrait de Total de Russie. C'est incroyable. Le président de la République, il était déjà ministre de l'économie. Il s'était organisé pour imposer ou faciliter le soutien de l'État à l'installation de Total en Russie.
président de la République, il a signé avec Vladimir Poutine un accord qui favorise Total en Russie. Si vous étiez on a un groupe. Si vous étiez président aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait justement face à cette situation? J'impose à Total de sortir de Russie. C'est un groupe français. Et puis, de toute façon, nous récupérons les profits de Total, parce qu'aujourd'hui, Total engrange ce gave sur les consommateurs et il tue le climat. Donc ça. Ouais, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez dit blocage des prix. Vous avez dit blocage des prix. On bloque les prix du gaz. On fait quoi? Donc, effectivement, il faut arriver à réduire notre consommation de gaz d'ici l'hiver prochain, là où on pourrait, de 10 à 15%. Déjà en un an? Comment on fait? C'est énorme. C'est énorme, mais c'est aussi le prix de notre sécurité, de notre liberté, de la démocratie en Europe. Alors, comment on fait? On met un acheteur unique européen du gaz pour éviter la concurrence entre les États membres, un peu comme on a fait sur les vaccins. 2, effectivement, on réinstalle une réglementation des prix du gaz. 3, on mobilise l'ensemble des acteurs du bâtiment, pour prioriser tous les travaux de rénovation sur les passoires thermiques chauffées au gaz. Il nous faut absolument investir là-dessus. De toute façon, c'est bon pour le climat, c'est bon pour le pouvoir d'achat, autant le faire le plus vite possible. On déploie au maximum les énergies renouvelables. Je l'ai dit, on peut rapidement installer des centaines de kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques sur les parkings, sur les écoles, sur les supermarchés, sur les toits plats. Et ça nous fournira une électricité pas chère et qui peut évidemment se substituer au gaz comme au coût de l'énergie. Et puis, dans l'immédiat, 400 € de chèque énergie pour les 6 millions de familles les plus touchées par les hausses des prix de l'énergie et 100 € pour les familles moyennes. Voilà une façon aussi de compenser le surcoût dès aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'Allemagne devrait revenir sur sa décision d'arrêter le nucléaire? Les écolos allemands, je le précise, sont en train d'y réfléchir dans le cadre de la coalition à laquelle ils participent. Il y a 2 situations en Europe. Il y a la situation des pays qui ont organisé la sortie du nucléaire, l'Allemagne et la Belgique par exemple. S'il faut reculer d'1 an la sortie du nucléaire pour absorber le choc, notamment sur l'économie allemande, de l'embargo sur le gaz russe, j'y suis prêt. Dans mon scénario de sortie du nucléaire, on met le paquet sur les économies d'énergie, on déploie les énergies renouvelables et au fur et à mesure, on ferme les réacteurs. Ça prendra 20 ans, si ça doit en prendre 25, ça sera la réalité. Mais l'autre scénario, c'est le scénario de Macron. Le scénario de Macron et d'autres candidats, c'est je construis de nouveaux EPR, je remplace le parc vieillissant par de nouveaux EPR qui entreront en fonction au mieux en 2040-2045. Et ça ne règle rien. Qu'est-ce que vous répondez au président de la République lorsqu'il dit que ça, c'est notre garantie de justement limiter nos gaz à effet de serre puisque le nucléaire n'émet pas de CO2? Qu'est-ce que vous lui répondez? Il n'a pas tort. Le sujet, dans les années 70, c'était nucléaire contre pétrole. Le sujet aujourd'hui, c'est nucléaire contre énergie renouvelable. Et quand les énergies renouvelables sont moins chères, le nucléaire EPR d'Emmanuel Macron, il est 2 fois plus cher que mes énergies renouvelables. Nos énergies renouvelables sont installées 4 fois plus vite. Elles créent 3 fois plus d'emplois. Et puis franchement, notre uranium vient du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, sous tutelle russe. On est dans un pays où Tchernobyl reste encore une menace pour tout le monde si on ferme l'électricité qui alimente le refroidissement de Tchernobyl. On a une armée qui a bombardé une centrale nucléaire. Est-ce qu'à un moment donné, on va se dire rationnellement, responsablement, que le nucléaire, c'est notre histoire et que l'innovation, la mobilisation de l'économie, la mobilisation des territoires, la mobilisation de la jeunesse, elle peut se faire sur les énergies renouvelables d'un côté et puis surtout sur notre sobriété, notre efficacité. Pour terminer sur cette question énergétique, donc ce que vous dites aujourd'hui, c'est on a une indépendance énergétique en développant les renouvelables, en arrêtant le nucléaire à terme et en aidant les ménages les plus modestes avec des chèques énergie. Qu'est-ce que vous leur demandez aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quand même des sacrifices auxquels ils vont devoir consentir? Vous avez parlé de faire ces machines la nuit. On parle beaucoup aussi, on demande aux ménages français de réduire leur chauffage de 1 degré. Il y a certaines personnes qui vont carrément éteindre leur chauffage, si c'est le cas. Donc du coup,
Quel est l'entre-deux? C'est-à-dire, très concrètement, qu'est-ce que vous demandez aux Français là-dedans? Est-ce que vous leur demandez de faire des efforts supplémentaires pour qu'on ait cette indépendance énergétique à court terme? On va devoir collectivement faire des efforts, mais chacun selon ses possibilités et ses responsabilités. On a 12 millions de Français dans notre pays qui souffrent de précarité énergétique, du fait de l'inaction de tous les gouvernements précédents. De tous les gouvernements. Ce n'est pas à eux qu'on va demander des efforts. Donc la question, c'est eux, les aider déjà à pouvoir se chauffer convenablement dans un appartement isolé. Et d'ailleurs, on veut, comme l'avait obtenu la Fondation Abbé Pierre, que les premiers kilowattheures soient gratuits pour les familles les plus en difficulté, évidemment. Mais typiquement, quand on offre plus de transport collectif, c'est un bien-être, ce n'est pas un sacrifice, c'est un bien-être. Mais en revanche, vous savez, il y a beaucoup de Français qui fonctionnent encore avec les tarifs IJP d'EDF, où régulièrement, sur votre compteur, on vous dit, mais si vous voulez un tarif privilégié, eh ben, quelques jours par an, faites plutôt tourner votre machine à 10 h du soir qu'à 5 h de l'après-midi. C'est tout. Je veux dire, il y a des choses que les Français en général... Puis vous avez des bureaux qui sont surchauffés dans plein d'endroits. Vous avez des logements qui sont surchauffés dans plein d'endroits. Donc, ceux qui peuvent faire un effort, tant mieux. Mais agissons structurellement. Agissons structurellement, c'est bon pour le climat, c'est bon pour la paix. Alors en parlant de structure, il y a aussi le modèle économique. Vous avez déclaré dans une interview à Libération, il ne suffit pas de dire à bas le capitalisme pour sauver le climat et remettre de la justice sociale. Est-ce que vous considérez que le capitalisme et l'écologie sont compatibles ou est-ce qu'il y a une incompatibilité de fait? Est-ce qu'il faut sortir de l'économie de marché, Yannick Jadot? Alors le capitalisme et l'économie de marché sont deux choses différentes. Pardonnez-moi, le capitalisme aujourd'hui, c'est la prédation absolue sur les femmes, les hommes et l'environnement. C'est la marchandisation de nos données personnelles, comme du dernier hectare de forêt. C'est là, au fond, un capitalisme, une économie de surveillance et bientôt une société de surveillance. L'économie de marché, typiquement, c'est une économie pour moi qui est régulée. Simplement pour comprendre, pour vous, l'écologie et le capitalisme ne sont pas compatibles? Il faut dépasser le capitalisme. D'accord, il faut dépasser le capitalisme, c'est ce que vous dites. Moi, je suis pour une économie régulée écologiquement, socialement. Quand vous avez un agriculteur bio, un paysan bio, il bénéficie d'aides publiques. Il y a une certification, la certification bio. Il vend sur un marché. Moi, je ne suis pas contre le fait que le paysan bio vende ses produits en circuit court sur un marché. Je ne suis pas contre le fait qu'un libraire qui bénéficie d'un encadrement avec les prix du livre... Tarif régulé, en l'occurrence, oui. Voilà. Donc, pour moi, c'est cette économie-là qui veut... Et donc, quand vous dites qu'il ne suffit pas de dire à bas le capitalisme, comment est-ce que vous comptez dépasser le capitalisme? C'est ça que parce que parfois, j'entends qu'au fond, tant qu'on n'aura pas abattu complètement le système dans lequel nous vivons, tant qu'il n'y aura pas eu le grand soir, on ne pourra pas agir. Eh bien moi, au regard de l'urgence climatique et de l'urgence sociale, je veux agir dès demain. Et heureusement que les syndicats, que les salariés se sont battus pour le droit de grève, pour les congés payés, pour les salaires, sans abattre totalement le système. Ils se sont battus et ça nous a permis aussi de construire un modèle social. Donc il ne suffit pas d'attendre le grand soir, sinon on ne fait rien. Moi, je vais agir demain. Jusqu'où vous êtes prêt à aller dans la coercition des entreprises? Vous avez déclaré récemment être prêt à réquisitionner les entreprises du BTP pour la rénovation des bâtiments dans le cadre du gaz russe. C'était dans ce contexte-là. Vous êtes prêt à aller jusqu'à des réquisitions d'entreprises? Ah mais pour moi, il faut les mettre autour de la table, les petits comme les grands, parce que vous savez qu'on a un maillage d'artisans du bâtiment exceptionnel. Et puis, il y a les grands, les Bouygues et les autres. Bon. Il faut les mettre autour de la table et se dire, nous avons jusqu'à l'hiver prochain, évidemment après on continuera, pour prioriser les travaux du bâtiment. Est-ce qu'on construit plus de bureaux ou est-ce qu'on rénove les écoles pour qu'elles consomment moins? Est-ce qu'on construit ou on rénove je ne sais pas quoi plutôt que les copropriétés où ce sont des passoires énergétiques partout. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est prioriser avec tous les acteurs économiques, les HLM, avec les associations de locataires et tout ça, pour que, encore une fois, notre effort porte essentiellement sur notre capacité à s'affranchir du gaz et des énergies fossiles. Et au-delà du secteur du bâtiment, la question qu'on voulait vous poser, c'est vraiment sur votre vision en fait, de la contrainte que vous allez donner à ces entreprises pour qu'elles respectent l'accord de Paris. C'est-à-dire vraiment les entreprises françaises, à quel point vous êtes prêt à aller dans la contrainte pour les forcer à respecter les accords de Paris. Je vous ai dit, on a
les marchés publics dans notre pays, 8% du produit intérieur brut, c'est considérable. Donc les marchés publics, c'est ce que l'État achète aux entreprises. C'est la commande publique. On a le crédit impôt recherche, ce sont aussi des milliards. On a les exonérations de cotisations. Et il y a 140 milliards d'euros d'aide publique à l'économie. Eh bien, aujourd'hui, vous savez que l'État aide plus Amazon que le libraire. On aide plus Total que les entreprises d'énergie renouvelable. Eh bien, nous allons totalement changer ce système. Nous allons conditionner les aides à la trajectoire carbone, comme à la justice sociale, comme à l'égalité femmes-hommes. C'est-à-dire que les entreprises qui ne respectent pas la sortie du carbone eh ben, seront sanctionnées, perdront les aides publiques, auront un impôt sur les sociétés plus élevé. À l'inverse, les entreprises, et il y en a déjà beaucoup, heureusement, qui vont dans le bon sens, eh ben, ces entreprises-là seront accompagnées, aidées. C'est le bonus-malus climatique sur toutes les politiques publiques. Vous avez parlé de logement, vous avez dit aussi que vous étiez contre l'artificialisation des sols, c'est-à-dire en clair, on a un champ, on met une dalle de béton dessus pour mettre n'importe quoi dessus, ça peut être un centre commercial, mais ça peut aussi être des logements. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à la crise du logement si on ne construit pas de nouveaux logements, y compris en artificialisant des sols? Sachant que le BTP est un secteur qui émet énormément de gaz à effet de serre. En plus. Oui, mais même dans le BTP, vous avez des entreprises qui sont en train de faire le béton zéro carbone, qui innovent et qui inventent les écomatériaux. C'est incroyable. L'innovation qui est dans toute l'économie, c'est incroyable. Bon. Aujourd'hui, l'enjeu, effectivement, c'est pour nos villes, et on a une opportunité qui est intéressante dans un contexte de drame, c'est au fond la pandémie a redéfini beaucoup, notamment la place des bureaux dans les centres-villes qui étaient sous forte contrainte de logement. Et donc, en fait, on voit y compris des entreprises qui sont en train de réduire la taille d'occupation. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est ce que vous dites, donc, c'est que ça augmente la taille de logement. On peut transformer des bureaux en logements. On peut transformer des projets de bureaux aussi en logements. C'est ce qu'a fait le maire, enfin le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard. Ouais. Eh ben, on a un objectif très fort de logements sociaux. Nous sommes en train d'appliquer, de tenir nos engagements. Eh ben, on est en train de construire des logements sociaux en plein Lyon. À Grenoble aussi. Éric Piolle est en train de totalement rattraper le retard des mairies précédentes sur les logements sociaux. Donc on sait faire. Mais c'est un peu, je reviens sur la qualité de vie, c'est-à-dire que pendant très longtemps on a dit il n'y a plus de commerce de centre-ville, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus d'activité économique locale. Donc au fond, on satisfait les gens avec des lotissements, sans qu'il y ait de services publics, sans qu'il y ait de transport collectif qui soit garanti. C'est une remise en cause du modèle pavillon, voiture, on va chez Leclerc faire ses courses, c'est ça que vous dites, c'est une remise en cause de ça. Il faut des magasins, c'est exactement ça. Ouais. Il faut des magasins, il faut de l'activité dans les bourgs qui sont un peu désertifiés, et vous verrez que les gens auront de nouveau plaisir à habiter en centre-bourg ou dans les petites villes. Alors, Monsieur Jadot, on aimerait parler d'agriculture maintenant avec vous pour essayer de couvrir un maximum de sujets possibles parce que finalement, une demi-heure, ça passe vite. Donc, vous dites que vous voulez sortir de l'élevage industriel et garantir une pêche durable. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre exactement ? On voit, y compris tout ce qu'on dit, ce qui est terrible, c'est que tout ce qu'on dit depuis tant d'années, on se le prend en pleine face, en fait. Le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle en 1974, René Dumont, c'était un agronome. On portait déjà la souveraineté alimentaire. L'idée que, au fond, les fermes vivent mieux quand elles sont le plus autonomes possible. Aujourd'hui, les agriculteurs sont confrontés à l'explosion des prix du tourteau de soja qui massacre l'Amazonie. Vous avez vu les derniers chiffres, 2/3 de l'Amazonie n'est plus résilient. On est en train de transformer l'Amazonie en savane. On en parlait d'ailleurs en introduction sur la guerre ukrainienne qui remet aussi en question notre souveraineté alimentaire puisqu'on importe les engrais azotés. La France, premier pour, pays consommateur d'engrais azotés, comme par hasard. Et donc, mais le problème, donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc on passe contrat avec le monde agricole. On a tous les ans dans notre pays 13 milliards d'euros d'argent public qui va soutenir l'agriculture. Et la politique agricole commune. 9 milliards de politique agricole commune, plus 4 milliards de politique française. Et pour ces 13 milliards, on a 27 fermes qui disparaissent par jour, un suicide de paysans, l'effondrement de la biodiversité, la malbouffe et des paysans qui ne vivent pas de leur métier. Eh bien, nous allons passer un contrat
pour faire la grande transition vers l'agroécologie. On mettra l'argent public disponible vers cette grande transition et pour la favoriser, la faciliter, on mettra la dette des paysans, qui est souvent le piège du productivisme, on la mettra sur la table, on la renégociera, voire la supprimer. On a vu au cours du quinquennat précédent... Et ça fait 100 000 jeunes qui s'installent en agriculture, c'est pas rien. On a vu au cours du quinquennat précédent des allers-retours sur la question de l'interdiction des pesticides. Le gouvernement disait il y a des choses que sur le moment où on vote en se disant ça va dans le bon sens, mais on se rend compte que pour les agriculteurs, ça représente des conditions beaucoup trop difficiles et ça en appauvrit, donc on est prêt à revenir en arrière pour mieux faire les choses. Est-ce que si vous devenez président de la République, Yannick Jadot, vous êtes prêt à assumer l'exercice du pouvoir, y compris dans des compromis, même avec ce que vous dites ? Pas sur ce que vous venez de dire. Pas sur les pesticides. Sur ce que vous venez de dire sur, en fait, il y avait des pesticides et des molécules qui étaient interdites, mais en fait, ça appauvrissait les paysans, c'est faux. Je conteste, je réfute ce point de vue. Sur les betteraves sucrières, Écoutez, une erreur. c'est typiquement... Les néonicotinoïdes, c'est un exemple. Ouais. Typiquement, les betteraviers ou un certain nombre d'acteurs de l'industrie du sucre ont fait péter les quotas sucre il y a des années en se disant on va faire beaucoup d'argent, on régule absolument plus la production, on va produire beaucoup et on va faire beaucoup d'argent à l'exportation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, évidemment, à un moment donné, vous êtes moins compétitif que le Brésil ou d'autres. Et aujourd'hui, en fait, ils ont besoin des néonicotinoïdes pour essayer de produire le maximum. Ils plantent en février, là où ils sèment en février, là où il y a les pucerons. Ils ont tellement appauvri les sols qu'il n'y a plus de prédateurs pour les pucerons. Mais en fait, même si on parle de la question de l'interdiction du glyphosate, Emmanuel Macron a dit « j'ai essayé, je n'ai pas réussi ». Comment est-ce que vous ferez ? Il y a des producteurs de betteraves qui sont sortis des néonicotinoïdes, qui font de la betterave bio. Vous avez Paul François qui avait gagné le procès contre Monsanto après avoir été contaminé, malade du fait des pesticides. Il a des centaines d'hectares de céréales. Il a démontré qu'on pouvait faire bio. Moi, chaque fois que je suis sur le terrain, que je rencontre les paysans qui ont fait leur conversion, eh bien, ce sont des femmes et des hommes heureux. Ils sont fiers de leur métier. Leur ferme, parfois, est autonome. Elle ne contribue plus au dérèglement climatique. Elle participe à son refroidissement. Donc vous les Ils font de accompagnez. la viande de qualité ou des aliments de qualité. Ils protègent l'environnement et ils gagnent bien leur vie. Et ben, c'est ce modèle-là qui doit devenir le modèle majoritaire parce que ça marche. Vous avez dit que vous étiez favorable à la reconnaissance du crime d'écocide. Oui. C'est-à-dire quoi ? Une nouvelle infraction pénale qui interdit de faire du mal à l'environnement. Alors, quelles sanctions ? Prison, Écoutez, amende ? Non, mais mais dites-moi. ça c'est pas moi qui... Heureusement, il y a la justice. Moi, je décide pas... mais si vous êtes président de la République, c'est vous qui faites passer la loi. C'est ça qui m'intéresse. Oui, non, mais moi, c'est pas le président de la République qui décide quelle va être la sanction décidée par le juge. Ça, on a trop souvent dans notre pays. C'est votre gouvernement. On a trop souvent dans notre pays, on l'a vu y compris ces dernières années, des politiques qui en permanence commentent la justice. Ce que je veux faire, c'est effectivement faire reconnaître le crime d'écocide, parce qu'aujourd'hui, en fait, les conditions sont telles qu'il faut vraiment avoir l'esprit tordu, avoir voulu polluer délibérément, de manière durable, l'environnement pour être reconnu en fait qu'il y a un délit. Et ben, à partir du moment, même si c'est pas délibéré, même si la pollution n'est pas forcément durable, à partir du moment où il y a pollution, eh bien oui, ça peut aller devant les tribunaux et ça peut être pénalisé, sanctionné, et y compris avec des personnes responsables dans les entreprises. Mais je veux aussi renforcer ce qui n'existe très peu dans notre pays, la police de l'environnement. C'est un embryon de police aujourd'hui, il fonctionne avec très peu de moyens et il faut renforcer la police de l'environnement sur tout notre territoire. Une dernière question, Paloma, il reste 20 secondes. C'est de la cavalerie, hein. Eh bien, vous parlez de police de l'environnement. Ouais. On voit ce qui est en train de se passer avec l'Amazonie. Est-ce que vous seriez à terme pour une sorte d'interventionnisme écologique, par exemple, quand on voit Bolsonaro qui laisse l'Amazonie brûler, et tout ceci a évidemment des impacts sur tout le reste de l'humanité? Très court. Notre premier interventionnisme, c'est d'arrêter d'importer du soja. Ça veut dire qu'on a des élevages qui sont paysans et on fait de la protéine végétale en Europe. Déjà, c'est la meilleure façon de protéger l'Amazonie. Et puis, vous savez, c'est le débat de 1992, à la grande conférence de Rio. C'était de savoir si la communauté internationale s'organise pour compenser
la non-destruction par certains pays de leur patrimoine naturel. On n'y est pas encore arrivé. Vous tiendrez tête à merci. Bolsonaro Pardon? Vous tiendrez tête à Bolsonaro? Ah oui, ça, vous savez, la force des écologistes, c'est que ça fait 30 ans qu'ils tiennent tête au lobby. Donc là-dessus, ils n'ont jamais lâché. Merci. Toutes les promesses que les autres ont annoncées, eh ben nous, la différence avec les écologistes, c'est que nous le ferons. Merci Yannick Jadot Merci. d'avoir accepté Merci. notre invitation. Merci à vous qui regardez cette émission. Merci pour vos commentaires dans le chat. Je l'ai lu depuis tout à l'heure. Vous débattez, vous discutez. C'est super intéressant. Merci à vous. On se retrouve après 5 minutes de pause avec notre invitée suivante. Il s'agira de Valérie Pécresse, la candidate des Républicains. À tout de suite.